Nous rejoindre pour ce premier webinaire depuis les semaines de confinement. Nous sommes à la 6e semaine de confinement et ça fait vraiment plaisir de vous retrouver, même si c'est par le truchement d'un système audio. Merci à Sandra et à son équipe, à l'équipe de communication du centre d'avoir pris l'initiative et organisé cet événement. Merci beaucoup également à Jean-Michel Ourdon qui est avec nous et qui saura nous aider en cas de problème. Donc Jean-Michel est à la direction des services informatiques. C'est lui qui a mis en place le système, l'espace qui permet d'accueillir jusqu'à 250 personnes. Je disais, donc là on est 101, il y a plus de 220 inscrits, donc on va voir si effectivement si on monte à plus de 200, mais en tout cas là, on peut dire que la jauge de notre amphi, de l'Amphiridée est largement dépassée, et j'espère vivement que le système technique ne nous joue pas des tours. Enfin voilà, on croise les doigts. Voilà, pour en venir au sujet de ce webinaire, en fait, bon, j'ai déjà exprimé dans les messages que je vous ai adressés, mais je pense, enfin, c'est une évidence, il faut y revenir. On vit avec cette pandémie Covid-19 une période qui est à la fois inédite et exceptionnelle à bien des égards. Et je pense que ça vaut le coup chacun de faire un examen en fait individuel, de savoir qu'est-ce que ça remet en cause. Pour moi, ce qui me frappe le plus, c'est un effet véritablement un effet de sidération, un effet de perte des repères habituels et de remise en cause d'un certain nombre de certitudes. Alors, je ne vais pas être trop long, mais il y a un certain nombre de choses qui sont vraiment stupéfiantes. Qui aurait pu croire qu'il soit possible d'arrêter l'économie, comme cela a été fait, d'organiser un confinement massif, de généraliser le télétravail? Était-il envisageable de penser, alors que l'époque met en avant les fameux premiers de cordée, que l'on allait célébrer tous les soirs ce qu'on appelle maintenant les premiers de corvée, le personnel de soins, les éboueurs, le personnel de ménage et les agriculteurs. Donc en fait, tous ceux qui assurent les activités véritablement essentielles dans nos sociétés. Pouvait-on penser qu'il soit possible de sacrifier la croissance économique et la dette publique sur l'autel de la protection de la vie humaine? Voilà, il y a un certain nombre de questions, je trouve, qui sont que cette crise pose, qui sont vraiment stupéfiantes. L'une d'entre elles, évidemment, c'est les rapports au savoir, les rapports entre les savoirs, donc les connaissances, les savoirs et le pouvoir. Et je pense que il nous appartient de nous interroger, personnel d'un organisme de recherche, sur notre responsabilité collective en tant que chercheur. Dans la période qu'on vit, le rapport à la connaissance scientifique est central. On voit pratiquement tous les soirs à la télé le professeur Delfrécy, donc le président du comité scientifique Covid-19, et qui a longtemps été présenté comme le faiseur de décisions. Par ailleurs, on n'a jamais autant entendu parler de virus, d'immunité collective, de tests PCR ou sérologiques, de modèles épidémiologiques, etc. Donc la science est complètement au cœur de l'espace public, mais également la crise a été nourrie de différentes controverses scientifiques, à commencer par celle concernant les traitements à l'hydroxychloroquine. Et donc, dans cette crise, j'insiste là-dessus, la place occupée par la science et par la recherche est intéressante à bien des égards, et c'est ça qu'on va questionner aujourd'hui avec l'intervention de Bernadette Binceau de Vincent. Donc, j'ai un très grand plaisir à accueillir Bernadette, même si on aurait aimé la voir physiquement parmi nous, mais ce sera sûrement pour une autre fois, et je la remercie vivement d'avoir accepté cette invitation. Bernadette est philosophe et historienne des sciences, et son intervention devrait nous aider à faire sens de cette pandémie, en analysant la façon dont celle-ci bouscule nos conceptions des rapports entre science, pouvoir et opinion. Je ne vais pas détailler son
long CV, mais juste rappeler que Bernadette Benson-Vincent est l'une des meilleures spécialistes de l'analyse des transformations des interactions sciences-société. Je veux aussi souligner qu'elle conduit ses recherches dans un engagement fort avec les acteurs concernés, tant les personnels et organisations de recherche que les acteurs de la société civile. Elle connaît bien INRAE puisqu'elle est membre du comité d'éthique national. Elle connaît bien INRAE à Toulouse puisqu'elle est membre du comité d'éthique de Toulouse White Biotech. Elle a récemment signé une tribune dans Le Monde, je pense qu'elle reviendra là-dessus, sur le thème de l'appel. Alors je vais finir cette brève introduction en citant en fait ce qu'a dit Jürgen Habermas dans un entretien au journal Le Monde qui est paru hier. Je cite, « Il nous faut agir dans le savoir explicite de notre non-savoir ». Je crois que aujourd'hui, effectivement, il faut questionner notre rapport à la connaissance en prenant au sérieux l'incertitude, en apprenant à reconnaître notre ignorance, en apprenant aussi à faire confiance à l'ensemble des acteurs concernés par la connaissance et donc en apprenant à croiser les connaissances scientifiques et les savoirs des acteurs concernés. Voici quelques-uns des thèmes essentiels de ce webinaire. Alors je finis en fait en donnant quelques éléments sur l'organisation. Donc nous sommes à présent, je ne sais pas combien on est. 137. Voilà, 137. 137, donc ça fait beaucoup de monde. Donc le dispositif technique assure l'ordre social dans cet espace. Donc vos caméras et vos micros sont bloqués, désolé. Mais en fait, la plupart d'entre vous avaient saisi l'opportunité déjà d'utiliser l'espace de conversation, le chat, qui est à droite de l'écran pour ceux qui ne l'ont pas utilisé. Donc, il faut vous mettre à droite de l'écran, cliquer sur l'icône qui est le second icône en partant de la gauche. Et vous pouvez là, en fait, au cours de l'intervention de la conférence de Bernadette, déposer vos questions. Je m'appliquerai à suivre le fil des questions, à repérer celles qui sont voilà, à repérer vos questions. Et quand Bernadette aura fini son intervention, je reprendrai le fil des questions et je lui poserai les questions, sachant que voilà, je pense qu'on n'aura pas la possibilité, dans le temps limité, compte tenu du nombre que nous sommes, de vous passer directement la parole, ce qui aurait été évidemment intéressant, mais on est limité à la fois par le temps et par la technique. Ensuite, vous pourrez retrouver l'intervention de Bernadette sur la chaîne YouTube du centre. Sandra Fuentes a mis le lien, alors peut-être maintenant il est en haut du fil, il faudra le rappeler tout à l'heure. Et puis je pense qu'on va de toute façon enregistrer le fil de la discussion et on aura l'occasion de revenir sur cela. Voilà. Donc je vous remercie encore d'être là et je vais passer la parole sans transition à Bernadette, que je remercie à nouveau. Voilà, la situation de crise et de ce qu'elle implique pour la présence et les rapports entre la science, le pouvoir et l'opinion. Donc, si je peux partager l'écran maintenant avec ma présentation, ça sera pas trop mal. Voilà, et je vais me mettre en mode plein écran, si c'est possible. Voilà. Alors, c'est ça que je veux. Est-ce que vous êtes en mode plein écran là ou pas? Non. Voilà, moi non plus. Bizarre. Bon, c'est pas grave. Ça va fonctionner comme ça. Hein. Oui, il n'y a pas de souci. Bon, voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ce qui m'a le plus surpris, c'est que dès le 16 mars, le président de la République a eu cette allocution décrétant le confinement en déclarant « Nous sommes en guerre » et de ce fait, il a mobilisé la science en
en mobilisant plusieurs conseils. D'abord, le conseil scientifique qui a été réuni dès le 12 mars, qui comprend 7 membres dont la fonction est d'éclairer la décision publique dans la gestion de la situation sanitaire liée au coronavirus et qui est présidé par le professeur Delfrécy, qui est un médecin et président aussi du conseil du CCNE, c'est-à-dire le Conseil national d'éthique. Et le 20 mars, il a ajouté un deuxième conseil qui est un comité de 12 chercheurs et médecins dont la fonction est assez similaire pour conseiller l'exécutif sur la gestion de l'épidémie du coronavirus et les essais en cours, qui est présidé aussi par une sommité scientifique, Françoise Barré-Sinoussi. Donc, nous sommes dans une situation de la science mobilisée au service d'un état de guerre qui met en péril la patrie, ce qui est une situation assez traditionnelle en France, qui remonte au moins à la Révolution française, puisque en 1793, la République naissante a mobilisé les savants pour organiser des cours révolutionnaires sur la fabrication de salpêtres, poudres et canons, et qu'il y a eu une très très bonne réponse du milieu scientifique. De même, dans la guerre franco-prussienne en 1871, plusieurs savants de conviction républicaine, comme Marcellin Berthelot, se sont mobilisés au service de la patrie pendant le siège de Paris, en proposant de multiples inventions, notamment les produits de substitution qu'on appelle des ersatz. Et donc il y a une alliance très forte en France entre la science et la République, qui s'est nouée au XIXe siècle, et qui s'est nouée au XIXe siècle autour de promesses mirobolantes. J'en donne un petit exemple ici. Les promesses qu'a faites Marcellin Berthelot lors d'un banquet en 1894 qui promettait, je trouve que pour l'INRA c'est pas mal, c'était sa vision de l'an 2000, et il disait, en l'an 2000, il n'y aura plus dans le monde ni agriculture, ni pâtre, ni laboureur. Le problème de l'existence par la culture du sol aura été supprimé par la chimie. Donc c'est autour de ce genre de promesses que s'est nouée l'alliance entre la science et la République. Et j'insiste là-dessus parce que cette tradition interroge la situation actuelle. S'agit-il d'une nouvelle alliance ? Je veux dire que, alors que ces dernières années, la situation de la recherche scientifique en France n'était guère flamboyante, puisqu'il y a eu des décennies de désengagement de l'État, qui a notamment autonomisé les universités et donné de plus en plus de place à la recherche privée. Il y a eu des semaines de protestation tout récemment contre la loi de programmation de la recherche. Or, voici que d'un seul coup, le mi-mars, plein feu sur la médecine et la science, et toute la science est maintenant dans l'horizon d'attente de tests, de traitements, de vaccins. Et donc, on attend de nouveau des promesses de la science. On attend de nouveau des miracles de la science. Donc, est-on en train de redécouvrir l'utilité de la recherche scientifique, ou s'agit-il d'une instrumentalisation de la science par le pouvoir pour légitimer des mesures ô combien impopulaires ? C'est un petit peu la question que je voudrais essayer de discuter. Donc je verrai dans un premier temps quelles sont les postures de la crise, c'est-à-dire quel modèle de relation entre science et pouvoir cela convoque. Dans un deuxième temps, je montrerai que la posture de la science dans cette crise n'est pas des plus aisées. Et dans un troisième temps, je m'interrogerai sur le rôle que l'opinion a joué et quel rôle elle pourrait jouer. Donc voilà d'abord pour... Oui. Excuse-moi Bernadette, c'est Pierre Benoît. Est-ce que tu peux essayer quand même de passer en diaporama ou sinon au moins augmenter un peu la taille des diapos? Là c'est bon? Ah oui, là c'est bon, ouais. Là c'est bon. Impeccable. Très bien, merci. Impeccable. Voilà.
Donc, quel mode de relation entre science et pouvoir? Eh bien, si on lit attentivement les décrets et les réponses du Conseil scientifique, on est dans un schéma très très classique des experts au service du pouvoir. Le Conseil scientifique doit présenter des avis au Premier ministre et au ministre de la Santé. Le Conseil scientifique a immédiatement mobilisé les connaissances et compétences scientifiques de ses membres et il s'est efforcé, en grande humilité, de proposer des options claires en veillant à laisser au pouvoir public la responsabilité des décisions à prendre. C'est-à-dire qu'on est dans le modèle d'expertise classique où les experts sont chargés de dire la vérité au pouvoir, c'est-à-dire speaking truth to power, et on est dans un schéma classique de politique fondée sur les évidences scientifiques, sur les faits. Les décisions doivent être prises au nom de bases objectives et si possible quantitatives. C'est un schéma que l'on connaît bien depuis au moins la Seconde Guerre mondiale. Et ce schéma est fondé sur l'idée qu'il y a une très nette séparation entre le rôle de la science, qui est un rôle de conseil, et le rôle des politiques, qui est un rôle de décision. En réalité, ce schéma de l'expert au service du pouvoir répond à une vision idéaliste qui implique un certain nombre de postulats qui sont de l'ordre de la fiction plutôt que de la réalité. La première fiction, c'est que les experts ont un savoir omniscient puisque les questions qu'on soumet aux experts sont en général des questions qui font appel à plusieurs disciplines. Et par exemple, en ce cas, à la médecine, à la sociologie, à l'anthropologie, à l'économie, etc., etc. Or, en général, le savoir des experts, même si on en met 7, voire 12, est limité à une discipline et ça ne fait pas l'omniscience. Deuxième fiction, la fiction de l'evidence-based policy repose sur l'idée qu'il y a des faits bruts sur lesquels tout le monde doit s'entendre et des faits bruts qui sont incontestables. Or, quand on a fait un petit peu d'épistémologie, on sait que les faits sont en réalité complètement déterminés, fabriqués par le cadre de problématisation qui a conduit à ces données. Et donc, avec d'autres cadres de problématisation, on aurait d'autres types de faits. En troisième fiction, ça repose sur l'idée que les experts sont neutres, c'est-à-dire que la science, d'une manière générale, est neutre et que les experts sont des analystes purement rationnels. Or, les experts sont des humains qui ont, comme tous les humains, des biais cognitifs, des préjugés, des émotions, des opinions. Autre fiction, l'indépendance à l'égard du pouvoir, à savoir que les experts sont totalement indépendants à l'égard des intérêts, à la fois des partis politiques, mais aussi des intérêts militaires, économiques, etc. Or, la science n'a jamais été autonome à l'égard des pouvoirs, même si elle est réunie en académie, elle reste toujours, au moins matériellement, dépendante du pouvoir. Enfin, elle repose sur la fiction du désintéressement des scientifiques, c'est-à-dire qu'ils donneraient des avis qui sont tout à fait désintéressés. Or, on sait, et vous le savez mieux que moi, que les chercheurs sont intéressés au moins à la recherche de la vérité, à l'avancement des connaissances, parfois aussi à l'avancement de leur carrière. Mais en tout cas, ils sont toujours passionnés, sinon ils ne feraient pas de la recherche scientifique. Ce qui me frappe le plus, moi, dans ce qui se passe depuis quelques semaines, c'est que par-delà le modèle classique de l'expertise, on a vu se conjuguer une situation que Michel Foucault a désignée comme de la biopolitique. Qu'est-ce que c'est que la biopolitique? Eh bien, c'est comment le pouvoir gère la vie des citoyens.
ou des sujets. C'est-à-dire, c'est comment la vie des citoyens devient un enjeu politique, un objet politique. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que si on regarde ce qui s'est passé depuis quelques semaines, eh bien, on a la conjugaison, la cohabitation de deux modèles de biopolitique que Foucault a très bien décrit en 1974, dans La naissance de la médecine sociale, ce que j'appellerais, pour faire vite, la biopolitique prémoderne, qui est le système politico-médical qui remonte au Moyen-Âge, qui permet un contrôle minutieux des populations urbaines. Et dans le modèle, c'est la quarantaine en cas d'épidémie. Et l'autre, c'est la biopolitique moderne, celle qui a émergé à la fin du XVIIIe siècle, dans ce que Foucault appelle le décollage médical et sanitaire de l'Occident, qui a permis le recul des maladies infectieuses et qui repose sur le pouvoir de la médecine scientifique qui permet un gouvernement des corps et des populations. Donc, bref retour sur ce modèle de la quarantaine. Vous avez ici une citation du texte de Foucault de 1974. Et ce qui m'a frappé, c'est à quel point le plan d'urgence que Macron a mis en place reproduit les mesures qui étaient mises en place au XVIIe siècle dans les grandes épidémies de peste et que Foucault présente ici. Ce plan d'urgence comprenait les mesures suivantes. Toutes les personnes devaient rester chez elles pour être localisées en un lieu unique. La ville devait être divisée en quartiers, un système de surveillance généralisé qui compartimentait et contrôlait la ville. Ces surveillants de rue ou de quartier devaient présenter tous les jours au maire de la ville un rapport détaillé sur tout ce qu'ils avaient observé. C'est exactement ce qui s'est passé en Chine, dans la province de Wuhan, où il y a eu ce quadrillage. Voilà, donc on procédait ensuite à la désinfection. Donc toutes ces mesures ont été réinventées en situation d'urgence, avec cette différence majeure néanmoins à mes yeux, c'est que les mesures ont été mise en œuvre non pas pour protéger la population, mais pour sauver le système de santé avant de sauver la population. C'est-à-dire pour pas faire exploser le système hospitalier. Le modèle de médecine scientifique, vous le connaissez parce que nous vivons dedans. C'est une médecine qui repose sur la mesure avec des statistiques, des taux de mortalité, des taux de morbidité. Et on est envahi, toutes les colonnes des journaux et des informations aujourd'hui sont gérées quotidiennement par ces courbes de statistiques. C'est un modèle de régulation de l'hygiène publique avec des vaccinations obligatoires, la planification familiale, les contrôles des flux migratoires. Et c'est ce modèle-là qui a permis le recul des maladies infectieuses, puisqu'on pouvait penser vers le milieu du XXe siècle qu'on en avait fini avec les maladies infectieuses et que on était libéré des grandes pandémies. Ce qui m'intéresse aussi là-dedans, c'est que quel que soit le modèle, celui de l'expertise des experts au service du pouvoir, celui de la biopolitique ancien régime ou celui de la biopolitique scientifique, eh bien, le point commun à tous ces modèles, c'est qu'ils écartent l'opinion. Et le public est mis sous tutelle. Le public est considéré comme passif, il doit être guidé par les experts. Le public est considéré comme ignorant, alors que, précisément, au siècle des Lumières, à l'époque où s'est mise en place cette biopolitique médicale de médecine scientifique, Kant écrivait, dans un fameux essai sur qu'est-ce que les Lumières, qu'il fallait oser savoir et qu'il ne fallait plus vivre, que le public ne devait pas vivre sous tutelle. Enfin, on considère le public comme réceptif et obéissant aux injonctions que lui donne le pouvoir. Or, qu'est-ce que nous avons vu depuis quelques semaines ? Eh bien, c'est que le public n'est pas toujours aussi obéissant qu'on le voudrait.
C'est-à-dire qu'on a vu à Paris des parcs bondés par un dimanche printanier et aussitôt, public indiscipliné qui doit être verbalisé et l'avalanche des procès-verbaux est impressionnante. On a mobilisé la gendarmerie, la police, etc. Public complètement infantilisé puisqu'il doit être instruit et nous avons vu le Premier ministre faire un discours qui ressemblait à une vraie conférence, un cours avec même les slides que nous utilisons, nous, et qui donc traite le public et qui transforme la démocratie en pédagogie. Donc cette situation de public a conduit le public à oser brouiller la frontière entre science et opinion, c'est-à-dire à déborder un petit peu. D'abord, on a vu un nombre impressionnant sur les réseaux sociaux de rumeurs et de fake news, comme par exemple cette rumeur que j'ai relevée dans Le Point, que un quart des Français estiment que le coronavirus est fabriqué en laboratoire pour la recherche. Une autre rumeur qui court en Grande-Bretagne, que le virus serait propagé par la 5G, probablement qu'ils confondent les virus informatiques avec les virus biologiques, matériels. Ça a aussi favorisé le conspirationnisme. On a entendu des idées sur le virus fabriqué par les Chinois ou par Israël, suivant les bords, peu importe. Et ça a aussi complètement brouillé dans la frontière, dans la controverse sur l'hydroxychloroquine, qui a été en France animée par le docteur Raoult, mais qui est sévit encore aujourd'hui aux États-Unis, qui fait que cette hydroxychloroquine est la molécule la plus politisée que je connais dans l'histoire de la chimie et de la pharmacie, qui a conduit à ce que, en France, un sondage d'opinion qui a recueilli 500 000 signatures a laissé penser que cette molécule était validée et qu'elle correspondait à un traitement effectif de la maladie. Donc, pour résumer ces postures de crise, nous assistons à un curieux mélange de modèles archaïques, le modèle médiéval de la peste et de modèles modernes. Et ces modèles d'expertise ou de contrôle par le pouvoir ont une constante, que le public est réduit au silence et soumis aux injonctions des sachants. Est-ce que nous sommes alors dans la réactivation du modèle scientiste de la Troisième République ou la réactivation du modèle technocratique qui a triomphé au XXe siècle? Eh bien, je n'en suis pas sûre, parce que, en tout cas, je pense qu'il est très très difficile, et il sera très difficile dans l'après-Covid-19 de défendre des positions technocratiques. Pourquoi? Parce que la science est en position difficile. D'abord, elle est en position inconfortable, ça c'est pas nouveau, hein, mais elle est en position inconfortable à cause même de sa puissance de calcul et de prévision. Grâce aux outils d'analyse et de modélisation, on le sait par exemple avec les prévisions du GIEC à propos du climat, la science se trouve en position de Cassandre, c'est-à-dire en capacité d'anticiper l'avenir, et l'avenir est sombre. Et quand la science est en position de lanceur d'alerte, eh bien c'est une position très inconfortable. Dans le cas présent, les lanceurs d'alerte en Chine, notamment le médecin qui avait lancé l'alerte dès le mois de novembre 2019 sur le coronavirus, a été réduit au silence par la police chinoise et avant d'être lui-même victime de l'épidémie, et il est aujourd'hui célébré comme un héros national. Mais c'est une position qui n'est pas et qui reste très très difficile. C'est aussi une position d'autant plus difficile que la science est depuis quelques décennies en perte d'autorité.
Et cette perte d'autorité est due à un changement de régime de la recherche que j'appellerais le régime technoscientifique de la recherche, c'est-à-dire que l'image idéale de l'expert que j'ai présenté tout à l'heure repose sur un certain ethos de la science qui a été formulé d'ailleurs très très clairement en 1942 dans un autre contexte de guerre, par le sociologue Robert Merton et qui repose sur 4 grands principes. La science est universelle, c'est une autorité transnationale, donc elle est par-delà les partis et les préjugés nationaux. Elle est commune, on disait communaliste à l'époque parce que communisme c'était pas très bien, mais c'est le partage du savoir. Il n'y a pas de ça. Elle est désintéressée et elle a l'esprit critique, c'est-à-dire le scepticisme organisé. Elle redéveloppe elle-même ses propres tribunaux qui garantissent l'exercice de l'esprit critique. Or, dans le régime actuel de recherche sur projet et très compétitive, eh bien, au lieu d'une science universelle, on a une concurrence entre pays effrénée. Au lieu d'un savoir partagé, on a une grande partie des résultats de recherche qui restent secrets, soit défense, soit industriels. Au lieu d'une science désintéressée, on a une science qui est au service, en principe, de l'intérêt public, le plus souvent, en réalité, au service d'intérêts économiques, d'intérêts militaires et, espérons-le, au service d'intérêts de l'environnement. Et on a enfin un régime de scepticisme organisé ou de tribunal par les pairs ou de peer review system qui est aujourd'hui en mal un petit peu de fonctionnement puisqu'on est obligé de renforcer les mesures pour lutter contre les conflits d'intérêts ou les tentatives de fraude, etc. Donc cette science en perte d'autorité ne me paraît pas de nature à vraiment pouvoir exercer, prendre le pouvoir. Plus encore, ce que montre cette crise, c'est qu'il y a un conflit de temporalité entre le temps long de la recherche et les urgences médicales. On demande de toute urgence des tests PCR, des tests sérologiques, des traitements adaptés. Et il faut les trouver, il faut les valider, il faut les faire certifier, il faut les essayer, etc. Or, la fabrication de ces tests, même si aujourd'hui beaucoup de laboratoires collaborent à la mise au point des tests PCR, eh bien, il faudrait idéalement les standardiser. Il faut un screening de molécules pour trouver des traitements. Il faut des essais cliniques qui prennent du temps avec des groupes témoins, ce que le docteur Raoult n'avait pas fait. Et il faut surtout élargir nos connaissances physiologiques et sur la physiologie et l'écologie du virus, du coronavirus. Et enfin, il faut mettre au point et il faudra mettre au point un vaccin, et ensuite il faudra le produire industriellement. Or, la science sur le coronavirus, c'est une science très très humble aujourd'hui. En effet, le coronavirus, c'est quelque chose qui met la science en situation de très grande incertitude, de reconnaître qu'on ne sait presque rien sur ce virus. Certes, on a très très vite été capable, en quelques semaines, grâce au système d'analyse génomique, d'identifier le virus et de connaître sa composition en ARN. Mais tout est énigme. D'où vient-il ? C'est-à-dire, quelle est son origine ? Comment se transmet-il ? On ne sait pas vraiment par quelle voie il se transmet. On suppose. Quels sont les traitements adaptés ? Est-ce que les traitements adaptés à d'autres bacilles ou à d'autres virus sont adéquats ou pas ? Quel est exactement le taux de mortalité ? On est envahi de courbes, mais on ne sait pas exactement. Quelle est la durée de l'immunité acquise ? Est-ce que la transmission se fait par les enfants ? Enfin, est-ce que ce virus a muté déjà ou pas ? Donc, on ne sait pas très bien.
Et il y a bien d'autres énigmes qui sont encore pointées aujourd'hui. Donc, un autre aspect qui résulte de ces incertitudes, c'est que pour tenter de résoudre ces énigmes, eh bien, c'est le monde entier qui devient un laboratoire. Le coronavirus a non seulement déclenché une crise mondiale, mais il a transformé le monde en laboratoire. Nous sommes dans un processus mondial d'apprentissage du contrôle des virus et de ce virus en particulier. Dans les quelques mois qui vont venir, dans les années à venir, chaque pays qui a pris des mesures différentes et à différents moments est devenu une cohorte de laboratoire, une cohorte de cas avec des paramètres variables suivant les mesures que l'on a prises, les tests précoces ou pas précoces, suivant, etc., etc. Tous les humains aujourd'hui, infectés ou pas, traités ou pas, vivants ou morts, sont devenus des objets de laboratoire. D'un laboratoire monde, d'expériences, de tests ou d'essais cliniques, de données statistiques, nous sommes tous des objets de science. Et cette situation est tout à fait nouvelle et inédite. Donc, peut-on gouverner au nom de la science? Eh bien, cela me paraît difficile, pour résumer, voire impossible, car la situation de la science est vraiment difficile. Elle est inconfortable, elle est sous pression à cause des urgences, elle est en perte d'autorité, elle est en régime d'incertitude. Alors, est-ce que ça ne serait pas le moment de se tourner vers une autre source de savoir qui est l'opinion? Quel sera le rôle de l'opinion dans l'après-Covid? Quel peut-il être dès aujourd'hui? Il est déjà aujourd'hui très actif. Cette distinction entre la science et l'opinion, je vous fais 3 minutes de cours de philosophie. C'est un très antique partage qui remonte aux origines grecques de la science occidentale entre l'épistémé et la doxa ou opinion. Et ce partage, l'épistémé, c'est un savoir qui sait rendre compte de sa vérité par démonstration, tandis que la doxa est un savoir qui ne peut pas rendre compte de sa prétention à la vérité. Il y a donc une hiérarchie des savoirs incontestable. Mais les anciens, dans leur grande sagesse, définissaient l'opinion non pas comme un défaut de savoir, non pas comme un manque de savoir, mais comme une forme de savoir. Et une forme de savoir pratique, une forme de savoir utile, une forme de savoir de terrain qui est très utile au quotidien. Aristote déclarait même dans la politique que la doxa, plutôt l'orthodoxa, c'est-à-dire l'opinion droite, est la vertu propre des citoyens dans la cité idéale. Donc, j'ai fini avec mon cours de philo. Donc, ces savoirs d'opinion ont été, dans les quelques décennies que j'ai traversées, ont été déjà réhabilités. Ils ont été réhabilités notamment à l'occasion d'une autre épidémie qui était la crise du sida. Le courant de sciences citoyennes, lors de la crise du sida dans les années 1970, a réussi à ce que les associations de patients, les associations de malades aient leur mot à dire sur la recherche scientifique et soient associés au programme de recherche scientifique, ce qui s'est produit au NIH aux États-Unis et qui est aujourd'hui institutionnalisé, notamment à l'INSERM en France. De la même façon, dans d'autres situations catastrophiques, notamment comme l'accident de Tchernobyl en 1986, on a vu l'opinion se porter en situation de contre-expertise à l'égard de la science officielle qui déclarait que le nuage radioactif s'arrêtait aux frontières de la science. Et la mise en place d'une instance comme la CLIRAD, qui est une instance de mesure de la radioactivité, qui est objective, est une contre-expertise qui a donné ensuite la CRIGEN lors d'une autre controverse au sujet des plantes transgéniques. On a vu aussi
la réhabilitation de l'opinion depuis quelques années grâce au gigantesque mouvement de la wikiculture qui est devenu presque aujourd'hui une source de savoir officiel. Et le crowdsourcing qui fonctionne de manière de plus en plus efficace et efficiente. On a vu aussi quelques cas de co-construction des savoirs avec des focus groups, notamment sur les nanotechnologies, ou des forums hybrides qui consistent à faire travailler ensemble pour co-construire un savoir sur un sujet, faire travailler ensemble ce qu'on appelait autrefois des profanes, c'est-à-dire des gens de terrain, des citoyens concernés et des experts et des preneurs de décision. Donc, l'intelligence collective a été déjà mobilisée dans les quelques semaines depuis le début de la crise. L'opinion et l'intelligence collective a été capable, en rien de temps, de répondre à l'urgence en inventant des masques, en inventant même un respirateur artificiel qui a été fabriqué en collaboration entre Nantes et Grenoble, qui a permis grâce à des imprimantes 3D, de mettre au point des respirateurs artificiels, low-tech certes, pas très high-tech, mais qui sont capables, avec certificat de conformité, de répondre à des situations d'urgence. On a vu surtout des créations d'innovations sociales lors du confinement, des équipes citoyennes se mettre en place, des gens qui ont partagé des listes de courses, qui ont partagé des jardins et des mouvements donc d'intelligence collective qui remontent un petit peu le moral. Il y a donc aujourd'hui une pression démocratique face à un pouvoir central très monarchique, très jupitérien. Il y a une pression qui vient des secteurs et des territoires mobilisés pour construire l'après. De multiples appels que vous trouvez sur Internet et dont quelquefois la presse se fait écho. Les conseils scientifiques lui-même a appelé, et Jean-François Delfraissy a lui-même appelé à l'inclusion et à la participation de la société à la réponse au Covid. C'est-à-dire que les experts eux-mêmes en appellent à l'opinion, à un savoir d'opinion, à la complémentarité des deux savoirs. D'où la mise en place d'un forum, la tentative de mettre en place un forum pour sortir par le haut du confinement et avec beaucoup de collègues, notamment des collègues de l'INRA, qui a été mise en place et de gens qui se sont vraiment mobilisés pour réfléchir au cours de ces dernières semaines à un schéma de forum hybride tout à fait dans le modèle de ce que Michel Calland recommandait dans les années 2000, c'est-à-dire de mettre en place une instance de dialogue entre des groupes de terrain, des citoyens issus du terrain, les groupes sectoriels ici, qui viennent des différents secteurs de l'activité sociale et économique, bancaire, etc., et des citoyens eux-mêmes qui travaillent dans ces secteurs, et de les faire dialoguer avec des pôles d'expertise dans plusieurs domaines, l'éthique elle-même intervenant, l'économie et la réglementation elle-même, qui est dans le domaine biomédical très très important, et de les faire travailler pour faire remonter des propositions très concrètes, des fiches pratiques très concrètes pour la sortie du confinement et pour que le gouvernement prenne des mesures qui seraient moins top-down et plus bottom-up, c'est-à-dire plus sorties de la base et les faire remonter jusqu'au niveau de l'État. Donc c'est à la mise en place de tel genre, mais il y a beaucoup d'autres propositions qui ont émergé, de faire converger toutes ces propositions qui me paraît important. Je dirais donc en conclusion que oui, nous assistons à une nouvelle alliance de la science et l'opinion pour faire un contre-pouvoir
au pouvoir en place. Il y a indéniablement quelque chose, un frisson, un ébranlement, quelque chose qui se met en place. Mais ce quelque chose qui se met en place est à la fois une situation complètement inédite, mais qui reprend des modèles anciens, qui réactive des modèles anciens et qui retrouve du coup, pour nous apprendre à vivre collectivement avec le virus, eh bien, il faut faire appel non seulement à l'expertise et à la technologie moderne, à la pointe de la technologie, mais aussi regarder vers le passé, ce qui s'est passé autrefois, dans les pandémies qu'il y a eu par le passé, et peut-être, pour construire un monde commun, tirer les leçons à la fois du passé, le plus ancien, du passé récent, c'est-à-dire de la montée des savoirs d'opinion dans la société et de savoir construire ensemble un monde commun. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention et puis maintenant, j'espère que la parole est à vous. Place aux questions.